qui est la dépolarisation atriale. Et cet influx électrique, il va finir par atteindre le nœud auriculo-ventriculaire. Le nœud auriculo-ventriculaire, c'est le seul passage, c'est le seul passage de cet influx électrique qui, qui permet, c'est le nœud auriculo-ventriculaire, il permet à l'influx électrique de passer de l'étage atrial à l'étage ventriculaire. Et c'est le seul passage de l'influx électrique. Pourquoi? Parce que le reste des tissus de ce plan, c'est-à-dire le plan qui passe par le nœud AV, le reste des tissus, c'est d'un tissu fibreux, c'est des valves fibreuses qui ne peuvent pas conduire l'électricité. Donc l'influx électrique, il doit passer par le nœud AV. Et le nœud AV constitue donc un frein pour l'influx électrique. Il va essayer de retarder l'influx électrique pour lui permettre après de passer vers le reste du ventricule. Et ce retard de conduction au niveau du nœud AV, ça va nous donner l'espace PR. L'espace PR qui est isoélectrique et qui a une certaine durée, il ne faut pas hésiter c'est ça, cet espace PR, ça, ça représente le retard de l'influx électrique au niveau du nœud AV. Et une fois cet influx électrique il réussit à passer à travers le nœud AV, il doit passer obligatoirement par le reste des tissus cardio-necteurs, c'est-à-dire le faisceau de His, et puis les deux branches, la branche droite et la branche gauche. La branche droite, elle va dépolariser tout ce qui est VD, et la branche gauche, elle va se diviser en deux hémibranches, l'hémibranche gauche antérieure et l'hémibranche gauche postérieure. Et toutes ces branches-là et toutes ces hémibranches vont terminer par ce qu'on appelle le réseau de Purkinje. Je vous appelle que le passage de l'influx électrique à travers ce tissu cardio-necteur, ça va nous donner un QRS qui représente la dépolarisation ventriculaire, et ce QRS, il doit être fin. Pourquoi il est fin? Parce que sa durée, elle est minime. Et pourquoi la durée, elle est minime? Parce que la dépolarisation ventriculaire, elle est rapide. Et pourquoi elle est rapide? Parce que là, elle est assurée par une conduction rapide à travers un tissu cardio-necteur qui est spécialisé pour la conduction électrique. Donc, on aura globalement un QRS fin qui représente une conduction rapide par le tissu cardio-necteur. Ah, une remarque qu'on peut faire maintenant, c'est quand on a une lésion de ce tissu cardio-necteur, quand on a une lésion des deux branches, on aura un passage non pas, non pas par le tissu cardio-necteur des branches, mais plutôt par des myocytes qui ne sont pas spécialisés pour la conduction électrique. Et on aura par contre un QRS qui est large. Pourquoi il est large? Parce que la durée de conduction, elle sera lente et elle ne sera pas rapide. Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Oui, docteur. Très bien. Alors, si on s'amuse à regarder ce schéma-là, je vous ai déjà dit qu'on va aborder aujourd'hui des troubles de conduction. Et qui dit trouble de conduction dit un problème au niveau d'un étage parmi les différents étages du tissu cardio-necteur. Si on a un trouble de conduction qui atteint la conduction entre le nœud sinusal et les oreillettes, on aura, on va dire, un bloc entre le nœud sinusal, un bloc de condition entre le nœud sinusal et les oreillettes. Et on va appeler ça un BSA. Ça veut dire un BSA, c'est un bloc sino-atrial. Si on aura, par exemple, un autre bloc au niveau du nœud AV, on aura un bloc de conduction entre les oreillettes et entre les ventricules au niveau du nœud AV. On appelle ça un bloc atrioventriculaire ou bien un bloc ou bien un BAV. Si on a un trouble de conduction qui atteint une des branches, la branche droite ou bien la branche gauche, on aura un bloc de branche. Un bloc de branche droit, voilà un bloc de branche gauche. On peut dire un bloc de branche droit par rapport au bloc, comme on peut dire un bloc de branche droite par rapport à la branche. Et si on a un problème au niveau des deux hémibranches de la branche gauche, c'est-à-dire l'hémibranche antérieure, gauche antérieure ou postérieure, on dit qu'on aura un hémibloc antérieur gauche, que ce soit postérieur ou antérieur. Donc, ce sont les différentes anomalies, c'est bon, les troubles de conduction. Une autre remarque, c'est que ce niveau de bloc,
Voilà, ce bloc qui est soit à l'étage sino-auriculaire ou bien à l'étage atrioventriculaire, il peut être de plusieurs grades. On peut avoir un bloc de grade 1, de grade 2 ou de grade 3. Le bloc de grade 3, c'est un bloc complet, c'est-à-dire il n'y a pas de conduction électrique avec l'étage. Par exemple, si on dit qu'on a un BAV de grade 3, c'est-à-dire le BAV, ce bloc auriculoventriculaire, il est complet et l'électricité, elle ne passe pas de l'étage atrial vers l'étage ventriculaire. Aucun influx électrique ne passe. Théoriquement, le bloc de grade 1, c'est un petit bloc. Si on dit qu'on a un BAV de premier degré, c'est un petit bloc au niveau du nœud AV. C'est un nœud AV qui est feignant, qui va essayer de freiner encore et encore l'influx électrique, mais il ne va pas le bloquer totalement. Ça sera juste un nœud AV qui est feignant. Et si on a un bloc de type 2, de grade 2, un BAV de grade 2, c'est un bloc entre les deux. Ce n'est pas un bloc complet, ce n'est pas le bloc assez simple que tu mets le bloc de grade 1. Je vous dis dès maintenant que on a soit, quand on a un bloc, soit au niveau de l'étage sino-atrial ou bien au niveau de l'étage auriculo-ventriculaire, on a soit un bloc de grade 1, soit un bloc de grade 2, soit un bloc de grade 3. Il n'y a pas un bloc entre le grade 2 et le grade 3. Voilà, entre le grade 1 et le grade 3. C'est binaire. C'est soit un grade 2, soit un grade 3. Il n'y a pas entre les deux. Parfois, on ne peut pas trancher si c'est un BAV de grade 2 ou de grade 3, mais on ne peut pas trancher parce que le CV de surface, il a ses inconvénients. On ne peut pas toujours trancher les troubles de conduction. Mais ça ne signifie pas que ce bloc, il est grade entre 2 et 3. Il est soit grade 2, soit grade 3. Ça, c'est la deuxième notion. Est-ce que vous avez compris la deuxième notion? Oui. Très bien. La troisième notion, avant de commencer, oui, Vous pouvez répéter la différence entre les deux, deuxième ou première et deuxième degré. très bien. C'est juste une petite introduction. Sinon, on va aborder ça en détail après. Mais je vous dis dès maintenant que un bloc, quand on a par exemple un bloc au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, on peut avoir un nœud auriculo-ventriculaire qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire aucun influx électrique qui passe à travers le nœud auriculo-ventriculaire. Et dans ce cas, c'est d'emblée un bloc de grade 3, un bloc complet, c'est-à-dire le nœud auriculo-ventriculaire, il ne fonctionne pas. Le bloc de grade 1, voilà, le BAV1, c'est un petit bloc, un bloc pas méchant, c'est un nœud AV qui est feignant, qui prend un retard le passage d'un électrique, mais il n'y a pas vraiment un bloc, un bloc. Et le grade 2, c'est entre les deux. C'est pas un grade 1, c'est pas un grade 3. Mais sinon, on va aborder ça en détail avec les différents critères ECG. C'est compris? Oui, donc Très bien. Troisième remarque, c'est une remarque qui va vous sauver la vie. Ah, je vous dis dès maintenant que les troubles de conduction, ça se diagnostique sur une seule dérivation. Vous n'avez pas besoin de regarder les 12 dérivations, là, les 18 dérivations de l'ECG pour diagnostiquer un trouble de conduction. Vous devez vous focaliser sur une seule dérivation. Je vous conseille de voir la dérivation des deux et vous oubliez le reste. Donc, quand je vous planche un ECG de 12 dérivations, il ne faut pas regarder les 12 dérivations d'emblée. Il faut regarder que la dérivation des deux. Et à travers la dérivation des deux, elle est très suffisante pour poser le diagnostic d'un trouble de condition ou bien d'un trouble de rythme. D'accord? On a besoin des 12 dérivations. C'est globalement les douleurs thoraciques pour diagnostiquer un syndrome coronarien aigu, pour diagnostiquer une péricardite, une embolie pulmonaire. C'est-à-dire la séance passée, on a vu les 12 dérivations. Mais aujourd'hui, les troubles de conduction, sauf, c'est-à-dire c'est une exception, sauf les blocs de branche, en dehors des blocs de branche, il faut juste regarder la D2. Quand je vais vous plancher à peu près une quinzaine de CG, on va les interpréter un par un. Ça va faire le tour sur les différents troubles de conduction. Et quand je vous planche un ECG, il faut regarder que la D2. Je vous dis ça dès maintenant. Si vous regardez les deux dérivations, vous allez être vite perdu. Vous me dites le diagnostic. C'est bon pour cette remarque? C'est compris? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? On va commencer par les blocs
atrioventriculaire. Pourquoi on commence par les blocs atrioventriculaires? Quelqu'un qui essaie de raisonner de façon logique, on doit commencer par les blocs sino-atriales parce que c'est le premier étage. Je vous réponds directement, les blocs atrioventriculaires, ce sont les blocs les plus dangereux. Ça constitue des urgences. Bah, si vous ratez le diagnostic d'un BAV complet, c'est criminel. Mais si vous ratez un diagnostic d'un bloc sino-atrial de grade 2, voilà, un bloc de branche droit, voilà, un hémibloc antérieur gauche, c'est pas si grave que ça. Les blocs atrioventriculaires, parfois c'est des urgences. Vous devez maîtriser les blocs atrioventriculaires. S'il y a un élément que vous devez maîtriser comme la séance, c'est le diagnostic, c'est le bloc atrioventriculaire du troisième degré. Après, c'est le BAV, voilà, le bloc atrioventriculaire de deuxième degré. Le reste de la séance, c'est bien de le maîtriser. Ça relève pas de, on va dire, ça relève pas de la médecine générale. Plutôt, ça relève de la médecine générale, mais c'est pas si méchant si vous ratez un diagnostic, c'est un hémibloc, voilà, un bloc de branche. Alors, on va commencer par le bloc atrioventriculaire. Après, on va aborder les blocs sino-atriales, après les blocs de branche. Et enfin, on va aborder les hémiblocs. Je vous affiche encore une fois cette planche. On va utiliser cette planche durant toute la séance. Le bloc atrioventriculaire, c'est un bloc qui se situe au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Ça, c'est la définition. D'emblée, je vous dis qu'il y a 3 niveaux de blocs. Il y a le bloc atrioventriculaire de type 1, de type 2, voilà, de type 3. C'est selon des degrés. C'est le degré premier degré, le deuxième degré et le troisième degré. On va commencer par le bloc atrioventriculaire du premier degré. Tout simplement, c'est un bloc au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. C'est un nœud auriculo-ventriculaire, comme je vous ai déjà dit, c'est un nœud auriculo-ventriculaire qui laisse passer l'influx électrique, mais d'une façon difficile, d'une façon retardée. Il va essayer de retarder encore et encore le passage de l'influx électrique à travers le nœud AV. Donc, il laisse tout l'influx électrique qui passe, c'est-à-dire toutes les ondes de P qui viennent du nœud sinusal, ils vont passer par le nœud AV, ils vont donner des QRS. Chaque P, elle doit être suivie de QRS. Mais l'espace entre le P et le QRS, c'est-à-dire l'espace, voilà, l'intervalle PR, il va être plus ou moins lent. C'est-à-dire lent, c'est un PR qui est, on va dire, qui est augmenté. Le PR, il est augmenté. Pourquoi? Parce que le nœud AV, il essaie de retarder ce passage. Donc, le diagnostic du BAV premier degré, il est simple. On a toutes les ondes de P sont suivies des QRS. Pourquoi? Parce que le nœud AV, il retarde les P, mais il laisse les P juzo et les P كامل يدمنوهم un QRS. Et le retard de passage de l'influx électrique à travers le nœud AV, ça va se traduire électriquement par un espace PR qui est allongé. Il faut regarder bien les mots. J'ai dit un PR qui est allongé et non pas un PR qui s'allonge. Il y a une différence entre un PR qui est allongé et un PR qui s'allonge. J'ai dit bien un PR qui est allongé, c'est-à-dire le rythme sinusal qui m'a qu'on a fait la première séance, le rythme sinusal, le PR constant. Même le BAV premier degré, on a un PR qui est constant, mais qui est allongé. Par exemple, on peut avoir un PR à 0.30, mais comme les PR sont à 0.30. Est-ce que vous avez compris? Je vous affiche le CG. D'emblée, c'est un ECG typique d'un BAV du premier degré. Au départ, si tu fais le CG, ça paraît difficile. Mais si on essaie de zoomer et de voir que la dérivation des deux, il faut voir que la D2. Ah, et la D2. La D2, qu'est-ce qu'on voit? On a des ondes de P. Les ondes il faut essayer de voir que la D2. C'est le reste. D2. Chaque onde de P, elle est suivie d'un QRS et chaque QRS, il est précédé d'une onde de P. Ce sont des ondes de P qui ont une morphologie sinusale, c'est-à-dire positif en D2, négatif en ABR, etc. Ce n'est pas le but de notre séance. Mais globalement, l'espace PR, je vous rappelle que l'espace PR, c'est l'espace entre le début de l'onde de P et le début du QRS. Il est ici, ça dépasse un gros carreau. Un gros carreau, c'est 0,20. Et quand on a un PR qui dépasse les 0,20, c'est-à-dire on a un BAV du premier degré. Je vous affiche, voilà, un zoom. On a chaque P, elle est suivie d'un QRS. Le problème, c'est que le P qui est suivi par QRS, elle est séparée de ce QRS par un espace PR qui est
certes constant, mais qui est allongé. Ici, il est à 300 millisecondes. Et ça, c'est le diagnostic électrique d'un BAV du premier degré. Le BAV du premier degré, c'est deux critères électriques. Il faut avoir une continuité P-QRS, c'est-à-dire après chaque P, on a le QRS. Et l'espace PR, il doit être constant et allongé. Ce qui dit un PR allongé, dit un PR qui dépasse les limites des tarifs. Est-ce que c'est compris pour le BAV premier degré? Oui. Oui. Très bien. Oui. Donc, on va aller, normalement, après le BAV premier degré, on va aller vers le BAV deuxième degré. Or que, le BAV deuxième degré. Je vous dis dès maintenant que le BAV deuxième degré, c'est un critère, voilà, c'est un diagnostic d'exclusion. Quand on a un BAV, et le BAV premier degré, et c'est pas un troisième degré, bah c'est à 100% un deuxième degré. Donc, avant de passer au deuxième degré, je vais passer au troisième degré. Le BAV de troisième degré, c'est un BAV complet. Je mets un BAV complet, le bloc au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, il est complet. Je mets un bloc complet, les P, le nœud sinusal, ou le nœud AV, aucune onde P ne peut traverser ce nœud AV et aucune onde P ne peut être suivie d'un QRS. C'est une définition qui est logique. Mais si on essaie de citer les critères électriques d'un BAV complet, d'un BAV de troisième degré, le premier critère, c'est la bradycardie. Ah, si on raisonne inversement, quand suspecter un BAV complet, c'est quand on a une bradycardie. Le premier critère, c'est la bradycardie. D'accord? La bradycardie, c'est l'élément qui nous oriente vers le diagnostic d'un BAV complet. Le deuxième élément, c'est, je vous ai déjà dit que le nœud AV, dans son troisième degré, le BAV troisième degré, le nœud AV, il est totalement bloqué. C'est-à-dire, on a des ondes P qui sont, voilà, des ondes P, les le nœud sinusal, on a une onde P, zip le nœud sinusal, le nœud AV et elle est bloquée. Après un certain temps, on aura une autre onde P qui naît du nœud sinusal et elle sera bloquée. Après un autre moment, on aura une autre onde P qui naît du nœud sinusal et qui tabote, mais elle ne peut pas. Donc, globalement, le premier critère ECG, c'est qu'on a des ondes P sinusales qui sont régulières, avec un rythme régulier, des ondes P régulières, mais qui ne sont pas suivies de QRS. Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Donc, bref, ce cas-là, on n'a pas de décontraction ventriculaire. Mais allez, il ne faut pas se précipiter. Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? On est déjà étape par étape. Est-ce que vous comprenez jusqu'à maintenant? Oui, Très bien. oui. Très bien. Donc, globalement, on a une bradycardie, on a des ondes de P qui sont régulières, non suivies de QRS. Et actuellement, devant ce cas-là, le cœur, il doit réagir. Parce qu'on n'a que des ondes de P, on n'a pas de QRS. Et les ondes P, c'est la dépolarisation atriale. Et quand on n'a pas de QRS, on n'a pas de dépolarisation ventriculaire. Quand on n'a pas une dépolarisation ventriculaire, c'est très problématique. Le sujet, il va mourir, entre parenthèses. Le cœur, notre cœur, il est intelligent. Il doit réagir et il sait comment réagir dans les situations d'urgence. Le cœur, voilà, il a un problème, c'est que le nœud AV, il bloque le passage des ondes de P vers le ventricule, c'est-à-dire on n'aura pas d'écureuil. Le nœud AV, c'est le problème, et le cœur, le nœud AV, il fait le passage. Il va essayer de trouver une solution. Et la solution, elle est assez simple que ça. On aura un autre foyer d'échappement. Un foyer d'échappement, on aura un autre foyer qui va générer des QRS. C'est un foyer qui doit être situé tête le nœud AV, parce que si le foyer sera situé pour le nœud AV, il sera automatiquement bloqué par le nœud AV. Donc, on aura un autre foyer d'échappement qui sera situé au-dessous du nœud AV. C'est ce foyer d'échappement. Ça sera notre super-héros. Ça sera le foyer qui va générer les QRS. Il va générer le premier QRS. Et après une certaine période, il va générer le deuxième QRS. Et après une troisième durée, il va générer le troisième QRS et ainsi de suite.
Ce foyer d'échappement, il va générer des QRS d'une façon, on va dire, d'une façon régulière. Donc, on aura quand même des QRS qui sont espacés de la même durée. Est-ce que فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ Oui, monsieur. Très bien. Et ce foyer qui génère les QRS, il aura deux particularités. La première particularité de ce foyer, c'est que c'est un foyer d'échappement, c'est un foyer qui était réprimé par le nœud sinusal. Pourquoi il était réprimé par le nœud sinusal? Parce que le nœud sinusal, il est plus rapide que lui. Et ce foyer d'échappement, les rachisovina le cœur, bon, on déduit directement que c'est un foyer assez lent, il n'est pas rapide comme le nœud sinusal. Donc, certes, il va générer des QRS réguliers, mais le rythme de ces QRS, ça va être un rythme lent, un rythme machi rapide. C'est-à-dire, on aura par exemple des QRS, la fréquence de 40 battements par minute. Est-ce que vous avez compris juste à maintenant? Oui, Très bien. Donc, si je récapitule, on aura dans le BAV troisième degré, voilà le BAV complet, on aura des ondes de P régulières. Le rythme تاعهم, c'est le rythme de le nœud sinusal. Généralement, c'est des ondes de P et la fréquence تاعهم 100 battements par minute, 80 battements par minute. Ce sont des ondes de P qui ne sont pas suivies par des QRS. Ça, c'est un. De deux, on aura un autre foyer d'échappement qui va générer des QRS. Ces QRS générés par le foyer d'échappement, ce sont des QRS réguliers, ce sont des QRS qui ont une fréquence assez basse, une fréquence à 40 battements par minute, par exemple. L'autre remarque qu'on va dire, c'est qu'on a des ondes de P régulières, la propre fréquence terme, et on a des ondes, des complexes QRS semi-réguliers avec la propre fréquence terme, mais les P, le rythme de P, wahdo, et le rythme de QRS, wahdo. Parce que le rythme de P, ça suit le nœud sinusal, et le rythme de QRS, ça suit le foyer d'échappement. Et on dit qu'on a une dissociation atrioventriculaire, parce que les ondes de P des oreillettes, ça ne suit pas les complexes QRS des ventricules. Donc, on dit qu'on a une dissociation atrioventriculaire. Est-ce que c'est compris? oui, Très bien. Je vous affiche d'emblée les critères diagnostiques d'un BAV troisième degré. Et après, je vais vous afficher le CG. Bon, je ne veux pas vous afficher le CG d'emblée parce que ça va vous choquer, celui-là. Mais quand je vous explique le CG, comme donc, le troisième degré, le BAV troisième degré, on a une bradycardie. On a d'un côté des ondes de P qui sont réguliers, c'est-à-dire des espaces P, P constants avec une certaine fréquence. On aura des QRS qui sont réguliers avec des espaces RR qui sont constants avec une certaine fréquence alimentaire les ondes de P. Les ondes de P et les ondes QRS, mais ils sont dissociés. Ce sont les trois critères, électriques d'un BAV troisième degré. Et je vous affiche d'emblée le CG d'un BAV complet. Symphonie. Voilà. ركزوا غير في الدي 2 فوالا نساو لو ريست شوفوا الدي 2 لو بروميير حاجه اللي نشوفوها bon on va essayer de rester concentré sur les troubles de conduction, mais il ne faut pas oublier les étapes d'interprétation d'un ECG. Si vous voulez interpréter un ECG sur le reste de là, il faut suivre là les étapes d'interprétation analytique de l'ECG. Le premier signe électrique qu'on voit sur l'ECG, c'est on a une bradycardie. On a une bradycardie à peu près entre deux TRS et à peu près 8 gros carreaux. Donc automatiquement, on a une bradycardie. Et quand on a une bradycardie, on doit penser à un BAV troisième degré. Le BAV troisième degré, il faut quand même avoir des signes. Le premier signe, c'est quand on a des ondes de P, il faut essayer de chauffer les ondes de P. Les ondes de P sont réguliers, les ondes de P sont réguliers. C'est la même distance entre deux ondes de P, c'est à peu près 3 gros carreaux entre deux ondes de P. C'est des ondes de P réguliers, la fréquence est à peu près à 100 battements par minute, et ces ondes de P, c'est des QRS qui tombent après chaque onde de P. Un autre signe, c'est qu'on a des QRS et des QRS également réguliers, l'espace RR il est constant,
et ces TURS, ça suit un rythme régulier. La fréquence des TURS, elle est plus basse que la fréquence des ondes de P. Et le critère majeur, le critère électrique majeur d'un BAV complet, c'est la dissociation P-TURS. On remarque que les ondes de P, ça ne suit pas les TURS. Les TURS, ça suit un rythme, et les ondes de P, ça suit un autre rythme. Est-ce que tu comprends tout? Oui. Comprends tout? C'est compris? Très bien. Oui, donc, Docteur, Très bien. Oui. docteur, dans ce cas-là, le foyer deuxième, est-ce qu'il y a une traduction FLECG ou non? Anijet, oui, Dépolarisation thermique. Anijet. Anijet, oui, ça peut avoir une traduction. Mais d'autres en expliquer. Donc, Ok. globalement, on a dit qu'un BAV complet, c'est trois critères, on a plutôt quatre critères. C'est une bradycardie, c'est des ondes de P réguliers qui suivent une certaine fréquence, des ondes de QRS, plutôt des complexes QRS qui sont réguliers, qui suivent une certaine fréquence plus basse que les ondes de P, et des PQRS qui sont dissociés. C'est une dissociation atrioventriculaire. Je vais essayer de vous expliquer chaque signe électrique. Alors, on a le nœud sinusal, la physiopathie, le nœud sinusal génère des ondes de P. Les ondes de P, le nœud AV, ils seront camel bloqués. Les ondes de P camel bloquées. Si on a une seule onde de P qui est conduite, qui donne un QRS, ce n'est pas un BAV complet. Ce n'est pas un BAV complet. Le BAV complet, c'est camel les ondes de P sont bloquées. Et quand on a un nœud AV qui bloque toutes les ondes de P, on est obligé d'avoir un foyer d'échappement. Le foyer d'échappement, il génère les QRS. Tout ça, on le connaît déjà. Et ce foyer d'échappement, quand c'est comme d'emblée, il est situé au-dessous du nœud AV. Et au-dessous du nœud AV, on a deux catégories de studios. On peut avoir un foyer d'échappement qui est situé sur le faisceau de His. Le faisceau de His, il est au-dessous du nœud AV. Et si on a un foyer qui est situé au niveau du His, il va l'infiltriner au niveau de ce foyer d'échappement, au niveau du His, bah, ça va emprunter le chemin du faisceau de Hughes, des deux branches à conduction rapide et du foyer de Purkinje. Et ça sera une contraction rapide et des QRS fins. Bah, autre scénario, c'est que ce foyer ne va pas naître au niveau du Hughes, il va naître un peu partout, mais pas sur le chemin de notre voie de conduction, il va naître sur une zone de myosive et on va dire, il peut naître, par exemple, il va être bas situé, par exemple, il va naître sur la branche droite. S'il naît sur la branche droite, on aura le côté gauche du cœur qui ne sera pas dépolarisé par la branche gauche, parce que le foyer d'échappement est au-dessous de la bifurcation, et le cœur gauche, il doit être obligé de se dépolariser de proche en proche, d'une façon lente, et on aura un tuyau large. Je vous résume, quand on a un foyer qui naît au-dessous du nœud AV, mais au niveau du faisceau de His, il va emprunter la voie naturelle de conduction. Il aura un tuyau fin et suite à une conduction rapide. Et quand le foyer d'échappement est né en dehors de la voie de conduction rapide, c'est-à-dire au-dessous de la bifurcation de His. La bifurcation de His, si le foyer est né tête la bifurcation de His, il est obligé de suivre une des branches, mais pas les deux branches. Il doit suivre une des branches. Voilà, il doit suivre aucune branche et ça sera une conduction quand même lente parce que ça ne suit pas tout le tissu de conduction. Et qui dit conduction lente dit un QRS qui est large. Et si on raisonne inversement, c'est à travers la morphologie des QRS, on peut savoir le foyer d'échappement où il est rare. Le foyer d'échappement, si le QRS il est fin, le foyer d'échappement il est au niveau du His. Si le QRS il est large, le foyer d'échappement il est au-dessous de la bifurcation. C'est-à-dire, un QRS fin, c'est un foyer d'échappement intra-ischien, et un foyer d'échappement, voilà, un QRS qui est large, c'est un foyer d'échappement qui est infra-ischien. Intra-ischien et infra-ischien. C'est pas la même chose. monsieur, Est-ce que tu comprends? monsieur, Oui. monsieur, dans ce cas, on aura une fréquence cardiaque très diminuée. Il ne faut De pas le pas, brûler les étapes. Mais ben, il ne faut pas brûler les étapes. Quand je vous pose la question, est-ce que tu comprends tout jusqu'à maintenant? Je crois que c'est comme. Parce qu'on est déjà comme étape par étape. oui, Tu comprends tout jusqu'à maintenant? oui, Très bien. Je vous affiche le ZG Tana.
pour affiner le diagnostic, alors on a dit qu'on a un BAV complet, on a des ondes de P réguliers بالrythme تاعهم, des QRS réguliers le rythme تاعهم, et une dissociation P-QRS. Si on s'amuse à voir à peu près le QRS, le QRS il est bon, c'est pas le bon exemple, mais on va dire que c'est un QRS large, oui bien large. Tant que le QRS il est large, le foyer d'échappement il est infra-ischien. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes Oui. d'accord? Très bien. Et un de vous, il va me poser la question, ça va nous aider en quoi, l'infra-haïtien et l'intra-haïtien. Je vous réponds que le pacemaker de notre cœur, c'est le nœud sinusal. Pourquoi lui? Parce qu'il a l'automatisme le plus rapide, le plus puissant. C'est-à-dire quand on a un nœud sinusal qui travaille, il va travailler avec une certaine fréquence qui va réprimer quand même les foyers. Et quand le nœud sinusal, il est malade, voilà, le nœud AV ne permet pas le passage de l'influx électrique, on aura un foyer d'échappement. Et le principe de le foyer d'échappement, c'est quand le foyer d'échappement est plus bas situé, quand on a un foyer qui est bas situé, c'est un foyer qui est de 1 plus bradycarde et c'est un foyer qui est de plus en plus moins instable. Et qui dit un foyer moins instable, c'est-à-dire quand on a un cœur, un ventricule gauche qui est dépolarisé par un foyer d'échappement qui est très bas situé, qui est plus ou moins non stable, et qui dit un foyer qui n'est pas instable, c'est-à-dire c'est un foyer qui risque de s'arrêter à tout moment. Et si ce foyer s'arrête à tout moment, on aura un arrêt cardiaque. Est-ce que فهمتوا? Donc le pronostic d'un BAV complet avec QRS fin, c'est-à-dire un foyer intra-haïtien, il est meilleur qu'un BAV complet avec QRS large, c'est-à-dire un foyer infra-haïtien. فهمتوا? Oui, docteur. Très bien. Ben, aujourd'hui, on va aborder en tout cas l'aspect diagnostic électrique, mais on ne va pas aborder la prise en charge elle-même. Probablement dire qui sait, probablement dire une séance à les urgences cardiaques. Mais je vous dis de maintenant que le BAV complet, c'est une urgence. C'est le BAV complet dans le cadre de l'urgence, un cœur qui bat à 30 battements par minute, à 20 battements par minute, il faut l'accélérer. Dans l'urgence, on accélère ce cœur par un moyen parmi ces deux moyens. Soit on donne de l'isuprel, c'est un tachycardisant, soit on fait monter une sonde de stimulation. Ça se fait au niveau du bloc, c'est assez technique. On monte une sonde à travers la veine fémorale, positionnée de ventricule droit, et le cœur il va être dépolarisé par cette sonde de stimulation. C'est ce qu'on doit faire devant un BAV complet dans le cadre de l'urgence. Bah, après avoir géré l'urgence, il faut trouver une solution. La solution, c'est d'étiqueter l'étiologie de ce BAV complet. Si c'est une étiologie réversible, bah, il faut traiter l'étiologie. Si c'est une étiologie irréversible, c'est-à-dire une étiologie irréversible, c'est-à-dire un BAV complet qui ne va pas rétrécir, et un BAV complet qui ne va pas rétrécir, et on doit le traiter d'une façon définitive. Et le traitement définitif d'un BAV complet irréversible, c'est tout simplement l'implantation d'un pacemaker. Hamzo? Oui. Très bien. Ça, c'était l'essentiel. Actuellement, on a abordé le BAV du premier degré et on a abordé le BAV complet, on a le BAV troisième degré. Donc là, le BAV de deuxième degré. Le BAV de deuxième degré, c'est un diagnostic d'élimination. Voilà, un diagnostic d'élimination. Parce que le BAV premier degré, où je compte comme toutes les ondes de P sont conduites. Et le BAV complet, comme aucune onde de P n'est conduite. Tout simplement, un BAV deuxième degré, c'est on a parfois des ondes de P conduites et parfois des ondes de P non conduites. C'est assez simple que ça. Il faut éliminer le BAV du premier degré devant une bradycardie. On élimine le BAV du premier degré, sachant que les BAV du premier degré, ça ne donne pas vraiment d'une bradycardie. Il faut éliminer le BAV complet. Si on n'a ni BAV 1 de premier degré, ni BAV troisième degré, il faut rechercher le BAV deuxième degré. Le BAV deuxième degré, c'est simple. C'est parfois ça passe, parfois ça casse. Parfois on a des ondes de P suivies de QRS, parfois on a des ondes de P non suivies de QRS.
C'est assez simple. Si vous connaissez ça, vous pouvez diagnostiquer un BAV de deuxième degré. Je vous affiche le CG, c'est un BAV de deuxième degré. Remarquez sur la D2, bon, dommage, mais un pointeur. Mais sur la D2, on a parfois des ondes de P suivies de QRS, parfois des ondes de P non suivies de QRS. Donc, on va أنا حطيتها à peu près في 90 الفوق خلاص وراني نحرك. عندنا une onde de P bloquée. اش راكم كامل راكم تشوفوا une onde de P bloquée. شوفوا غير دي دو باش ما تشوفوش لو ريست. اش راكم تشوفوا دي ondes de P bloquées. نعطيكم ان اوتر ايماج خير. راكم تشوفوا لا فلاش بلوكي هذه au début. La flèche bloquée هذه c'est une onde de P qui est bloquée. Et la flèche les مكمولة c'est une onde de P qui est conduite. P conduite, P conduite, P conduite. Après on a une flèche, c'est une P bloquée. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ Oui, docteur, شفناها. Très bien. Donc هذا c'est quoi le diagnostic تاعنا؟ BAV deuxième degré. Très bien, tout simplement. هذا c'est un autre diagnostic. هذا c'est un autre ECG. Voilà, هاني زوميت لكم يا لو زوم. هاي واش عندنا؟ La flèche là, c'est une P conduite. La flèche deuxième, c'est une P conduite. La troisième flèche, c'est une P bloquée. Après, c'est une P conduite, P conduite. Donc, on a au moins une onde de P bloquée. Ça devient un BAV deuxième degré. Le BAV deuxième degré, c'est le diagnostic simple. C'est quand on a une onde de P bloquée. Si on a une seule onde de P bloquée, c'est déjà un deuxième degré. Si toutes les ondes de P sont bloquées, c'est un BAV troisième degré. Donc, le deuxième degré, globalement, on a au moins une onde de P bloquée. C'est le critère majeur de l'ECG. Est-ce que tu fais toi? Oui. Et quand on a une seule onde de P bloquée, on a une onde bloquée d'une façon inopinée, on imagine toujours, on aura quand même un rythme irrégulier parce que l'onde, elle s'est bloquée une seule fois. Et quand on a une seule onde bloquée, il n'y a pas de QRS, et l'absence de le QRS, il va rendre le rythme irrégulier. Donc, globalement, le BAV de deuxième degré, c'est au moins une onde de P bloquée, et globalement, le rythme, il est irrégulier. Tout? Oui. Très bien. Maintenant, je vais aborder la dernière notion de ce BAV deuxième degré. Je vous affiche encore une fois notre plaque. Le nœud AV qui assure la conduction atrioventriculaire. Il peut être le siège d'un BAV premier degré, il peut être le siège d'un BAV troisième degré, comme il peut être le siège d'un BAV de deuxième degré. Et quand on a un BAV deuxième degré, c'est qu'on a parfois une onde de P bloquée. Et quand on dit qu'on a parfois une onde de P bloquée, c'est-à-dire le nœud AV, il bloque parfois le passage de l'influx électrique. C'est la définition d'une façon générale. Et parfois, on a deux situations. Parfois, on a deux situations, c'est selon la nature, on va dire, exactement selon le siège, le bloc intermittent. Certes, c'est un bloc intermittent du nœud AV, mais selon le siège le bloc, on peut dire qu'on a le premier type, on a le deuxième type. D'accord? On a marché d'accord. Et quand on a un bloc au niveau exactement du nœud AV, quand on a un bloc exactement au niveau du nœud AV, on a des cellules qui ont on va dire, une certaine caractéristique électrique. C'est que les cellules, les rampes, le nœud AV, ce sont des cellules qui ont une conduction décrémentielle. Ou je m'en une conduction décrémentielle, c'est-à-dire ça est qui m'a le jeune qui fait de musculation. Ou je m'en une musculation, par exemple quelqu'un qui fait de musculation, par exemple le biceps, il va des haltères, d'accord. La première fois, il va l'haltère d'une façon rapide. La deuxième fois, d'une façon plus ou moins rapide. Et la troisième fois, d'une façon difficile. La quatrième fois, il ne peut pas, il doit bloquer. Il doit reposer juillet. Après, il va reprendre le même cycle d'une façon rapide, après moins rapide et après moins rapide. Est-ce que tu fais tout? Oui. Et l'équivalent électrique de ça, c'est quand on a un bloc intermittent au niveau du nœud AV avec des cellules
qui sont doués d'une conduction décrémentielle, c'est qu'on a le premier cycle, une onde de P qui est rapidement conduite vers un QRS, donc un espace PR qui est bien. Le deuxième cycle, le PR, il va s'allonger parce que le nœud AV, il est en train de se fatiguer. Et le troisième cycle, le PR, il s'allonge encore une fois. Et puis le PR, il s'allonge encore une fois. Et à une certaine étape, le nœud AV, il est fatigué. Il ne peut pas assurer le passage à l'électrique. Et on aura une onde de P bloquée sans QRS. Et on appelle ça le BAV2, au lieu de dire le type 1, BAV2 de type 1, on dit que c'est un BAV2 Mobitz 1. C'est juste une nomination. Donc, globalement, le BAV2 Mobitz 1, c'est une lésion au niveau du nœud AV avec des cellules douées d'une conduction décrémentielle. On aura un PR qui s'allonge, jusqu'à avoir une onde de P bloquée sans QRS. Et après, le PR, il va redevenir normal et il s'allonge, jusqu'à avoir une autre onde de P bloquée. Il faut remarquer bien les mots. J'ai écrit un PR qui s'allonge, non pas un PR allongé. Le PR allongé, c'est le BAV premier degré. Et le PR, il s'allonge, c'est-à-dire le PR, il s'allonge dans le temps. Et ça, c'est un BAV2 Mobitz 1. Est-ce que فهمتوا؟ فهمتوا ولا non? Oui, docteur. Je vous affiche l'exemple تاعكم. Au début, on a dit que c'est un BAV2, mais maintenant, on connaît, il faut être plus minutieux sur le diagnostic تاعكم. Il faut regarder les flèches. La première flèche, c'est une onde de P qui est conduite, avec un PR qui est normal. La deuxième flèche, c'est exactement une onde de P qui est conduite, mais le PR, il commence à s'allonger. Et la troisième onde de P, c'est un PR qui s'allonge encore une fois, mais c'est toujours conduit. La quatrième, c'est une P qui est exactement conduite comme les autres, mais avec un PR qui s'allonge encore une fois. Et le cinquième QRS, c'est un PR qui s'allonge. Et dommage, la sixième P, le NUAV, c'est bon, il est fatigué, il ne peut pas conduire. On aura une onde de P bloquée. Et après cette onde de P bloquée, on aura une P conduite avec un PR qui revient à la normale et il va s'allonger, jusqu'à donner une autre onde de P bloquée. Ça, c'est le BAV2. C'est un BAV2 actuellement, on est plus puissant que le diagnostic chrétien. C'est un BAV2 Mobitz 1. Le BAV2 Mobitz 1, il a une autre nomenclature, ça s'appelle un Luciani Ventibach. Un Luciani Ventibach. Parfois, les examens, voilà, il y a la définition d'un Luciani Ventibach. Est-ce que vous avez Oui. C'est bon, je passe au deuxième type. Oui, monsieur. Très bien. Le deuxième type, on est toujours dans le BAV deuxième degré. Qui dit un BAV deuxième degré, c'est un nœud AV qui parfois laisse passer l'influence et parfois ça laisse pas. On a détaillé le BAV2 Mobitz 1, c'est-à-dire le Luciani Ventibach. Oui, on a un PR qui s'allonge jusqu'à avoir une onde de P bloquée. Et comme c'est anatomiquement parlant, le Mobitz 1, c'est une lésion du nœud AV La deuxième, voilà, le deuxième type, le BAV2, le deuxième type, automatiquement, ça va s'appeler un Mobitz 2. Et le Mobitz 2, c'est une lésion, c'est pas exactement un EAV, c'est une lésion qui est un peu plus basse. C'est au niveau du faisceau de His. Et quand on a un faisceau de His qui est le siège d'un BAV2 Mobitz 2, le faisceau de His, il existe autre cellule, un autre type de cellule. Ce sont des cellules qui ne sont pas douées d'une conduction décrémentielle. Ce sont des cellules qui travaillent avec la loi tout ou rien. Et ça, parfois ça passe et parfois ça casse. Le PA ne s'allonge pas, il n'y a pas une certaine, une certaine conduction décrémentielle. On a des ondes de P conduites et parfois, ce faisceau de Higgs, il décide de bloquer une onde de P. On aura une onde de P qui est bloquée, ça c'est la définition du BAV deuxième degré. Et pour dire que c'est un BAV deuxième degré, mon pitch 2, et cette onde qui est bloquée, elle est
bloqué d'une façon inopinée. Je m'en inopinée, غير متوقعة. Au contraire, il y avait Mobit 1. Parce que le Mobit 1, ça se bloque. Parce qu'on voit le PR qui est en train de s'allonger. Et quand le PR il s'allonge, automatiquement, le nom de P, ça va être un nom de P bloqué. Donc, globalement, le Mobit 2, le PR il est constant. On a une lésion ischienne, voire infra-ischienne. Et on a l'onde de P, elle se bloque d'une façon inopinée. Je vous affiche d'emblée le Mobit 2. Regardez, la flèche bleue, c'est une P, PR constant QRS. Deuxième, P, PR constant QRS. Troisième, on a décidé de bloquer cette onde de P. Elle n'est pas suivie de QRS. Après, ça reprend d'une façon normale, P, PR constant QRS, P, PR constant QRS. Comme tout le Mobit 2, tout simplement, pourquoi faire cette différence entre le Mobit 1 et le Mobit 2 pour la même entité d'un BAV deuxième degré? Tout simplement parce que le pronostic, il diffère. Et je vous ai déjà donné la règle car le pronostic. Quand on a un foyer plus bas situé, c'est plus mauvais. Oui, le foyer il est plus bas situé, on a fait le BAV Mobit 2, on a fait le BAV Mobit 1. Mobit 2. Bah, exactement, merci. Mais le BAV Mobit 2, c'est un pronostic qui est engagé. Et je vous dis, quand on a un BAV 2 Mobit 2, c'est une indication de pacemaker. C'est bon? Le BAV 2 Mobit 1, c'est pas une indication de pacemaker. Est-ce que tu tout? Oui. Très bien. Donc, globalement, pour la prise en charge, vous gardez juste que le BAV complet, dans le cadre de l'urgence, il faut soit le mettre sous Isuprel, soit le mettre sous une montée de sonde. Et après, on discute l'étiologie de ce BAV complet. S'il est irréversible, on implante un pacemaker. Le BAV 2, Mobit 2, c'est la même chose. C'est une indication de pacemaker. Le reste, ce n'est pas une indication de pacemaker. Pourquoi retire comme la séance, il faut avoir la tête comme le diagnostic à le BAV complet. En deuxième position, le diagnostic à le BAV 2, Mobit 2, parce que tout simplement, ça engage la vie de la personne et ça change la conduite thérapeutique. C'est une indication de stimulation définitive, c'est une indication d'implantation de pacemaker. Le reste de BAV, c'est-à-dire le BAV 1, le BAV 2 Mobit 1 et les BSA, les blocs de branche et les hémiblocs, ça ne va pas changer notre conduite thérapeutique. Et quand on n'a pas un truc, voilà, un diagnostic électrique qui ne change pas la conduite thérapeutique, c'est pas si méchant si on le rate. Comme tout? Oui. Comme tout, voilà, non? Oui, docteur. Très bien. Ça, c'était les Vous pouvez BAV. répéter ce dernier point? Ce dernier point. Dernier point, c'est le BAV complet. Le BAV 2, Mobit 2, tu dois implanter un pacemaker. Le patient théâtre, il a un pacemaker. En dehors de ces deux cas, c'est pas d'emblée un pacemaker. Il y a une autre chose à faire. Maintenant, et tant que le BAV complet et le 2 Mobit 2, ça change la conduite thérapeutique, on a un pacemaker le patient, c'est que les hommes maîtriser. Ouais, très bien. Très bien. On va aborder la deuxième partie de notre séance. Ce sont les BSA. Les BSA, automatiquement, c'est des blocs sino-atriales. Ce sont des blocs de conduction entre le nœud sinusal qui essaie de faire passer l'influx électrique vers les oreillettes. Et quand ce passage il est bloqué, on dit qu'on a un bloc sino-atrial. Le bloc sino-atrial, c'est exactement la même chose que le bloc atrio-ventriculaire. On a un bloc sino-atrial de degré 1. يعني degré 1 un passage, il existe le passage, il existe toujours, mais qui est retardé. Le bloc sino-atrial de troisième degré, c'est qu'on n'a pas un passage entre le sinus, le sinusal et les oreillettes. Et le deuxième degré, c'est la même chose, parfois ça passe, parfois ça casse. Comme tout. Globalement, est-ce que vous avez compris? Oui, docteur. Très
Très bien. Bah, je vous réponds que, alors, je vous ai déjà dit la première séance que l'ECG est là, c'est limite. L'ECG, bah, c'est pas toujours c'est pas toujours le paradis. On ne peut pas diagnostiquer toutes les anomalies électriques par l'ECG. Et voilà un exemple concret de une des limites de l'ECG. C'est le BSA du premier degré. Je vous ai dit que le BSA du premier degré, c'est un retard de passage de l'influx électrique, le nœud sinusal les oriente. Sachant qu'on n'a pas sur le CG un signe, on n'a pas sur le CG une traduction électrique du passage du nœud sinusal vers les oreillettes. Parce que l'onde P, qui est la première onde de l'ECG, c'est la contraction atriale. Et pour avoir la contraction atriale, il faut avoir la naissance de l'influx électrique au niveau du nœud sinusal et puis le passage de cet influx électrique du nœud sinusal vers les oreillettes et après la dépolarisation atriale. Et cette dépolarisation atriale, ça nous donne l'onde P. Donc, voilà, la première onde sur le CG qui est l'onde P, ce n'est que la contraction atriale. Et ce qui a précédé la contraction atriale, c'est même pas traduit sur le CG. Et quand on n'a pas la traduction électrique de ce phénomène sur le CG, même quand on a une pathologie sur ce phénomène, bah, on ne peut pas l'avoir sur le CG, tout simplement. Est-ce que Tony? Oui, docteur, mais dans ce cas, comment on fait le diagnostic Bah, de 1, de BSA du premier degré, je vous dis dès maintenant qu'on ne peut pas le diagnostiquer sur le CG de surface. On peut le diagnostiquer grâce à une étude électrophysiologique, on monte des centres, le cœur et tout. Ça relève de la spécialité de 1. Et de 2, bah, ça ne sert à rien de diagnostiquer un BSA du premier degré parce que c'est un diagnostic tellement bénin qu'on ne s'amuse pas à faire mettre le patient sur le bloc, à faire une étude électrophysiologique pour diagnostiquer un BSA du premier degré. Ce n'est pas le diagnostic qui nous intéresse le plus. Voilà. Donc, le BSA du premier degré, c'est un diagnostic qui est impossible. Avant d'aborder le BSA du troisième degré et du deuxième degré, je vous affiche un ECG. C'est un ECG facile. Est-ce que le rythme, il est sinusal? Quelqu'un pour répondre. خلاص وليتو ديروا الديagnostic تاع البي في كومبلي لو موبيت ان موبيت بون دونك هاد لي كيسيون تاع لو ريتم سينوزال ولا ماشي سينوزال نورمالمون سي اون كيسيون سامبل تاع لا بروميير séance. Monsieur, Oui, oui, c'est un rythme sinusal régulier. très bien. زيدي لي un autre mot. Axe normal. Bah, on me directement là. C'est la fréquence cardiaque, pas de le régulier. Bradycardie, docteur. Très bien. C'est une bradycardie. C'est une bradycardie sur un rythme qui est sinusal. On va dire que c'est une bradycardie sinusale. Oui. Et cette bradycardie sinusale, ce n'est pas une anomalie de conduction sino-atriale, parce que c'est un nœud sinusal qui est lui-même feignant, qui n'a pas une fréquence, voilà, un automatisme très rapide. C'est un nœud sinusal qui assure un rythme sinusal régulier, mais qui est lent. Et généralement, on trouve cette bradycardie sinusale chez les gens sportifs. Et cette bradycardie sinusale, ce n'est pas une anomalie de la conduction sino-atriale, parce qu'elle naît exactement au niveau du nœud sinusal, avant la conduction sino-atriale. Docteur, on peut avoir cette morphologie dans les patients qui prennent les bêta-bloquants. Oui, c'est logique, oui. Oui, là, les bêta-bloquants, ça ralentit le corps. Okay. Des patients qui ont, par exemple, une hypothyroïdie, voilà, bon, on n'est pas là pour poser le diagnostic étiologique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le diagnostic positif. Donc, c'est une bradie sinusale. Et si on essaie de l'explorer, on peut demander des examens complémentaires. Et globalement, est-ce que vous avez compris le diagnostic de la bradie sinusale? Oui, docteur. Très bien. C'est un diagnostic d'exclusion, ce n'est pas une anomalie de la condition sino-atriale. Maintenant, on va commencer par. On a abordé le BSA du premier degré, mais maintenant, le diagnostic sur le CG.
exactement le même plan qui m'a le BAV, on va aborder le BSA du troisième degré. Le BSA du troisième degré, bon, on a un nœud sinusal qui, on va dire un nœud sinusal qui essaie de générer des ondes de P, mais juste à la naissance de l'influx électrique au niveau du nœud sinusal, ça sera bloqué parce que c'est un bloc entre le sinus et le début des oreillettes. Donc, on n'aura pas un influx électrique qui va dépolariser les ondes, qui va dépolariser les oreillettes. Et quand on n'a pas un influx électrique qui dépolarise les oreillettes, qu'est-ce qu'on aura sur le CG? Une absence d'onde de P. C'est logique. Oui, Vous êtes tous d'accord? Oui, docteur. Très bien. Et quand on n'a pas une onde de P, c'est un bloc complet, c'est un bloc du troisième degré, c'est-à-dire l'onde de P, elle ne sera pas absente une seule fois, mais non plus deux fois. Elle sera absente sur tout le tracé de CG. Donc, on n'aura pas d'onde de P. Et théoriquement, si on raisonne de la même façon, quand on n'a pas d'onde de P, le nœud AV il va recevoir aucun influx électrique. Et quand on reçoit aucun influx électrique, bah, on ne peut pas avoir des QRS. Théoriquement, on aura un tracé sans P, sans QRS. Et c'est un tracé plat, c'est-à-dire le patient il va mourir. Et notre cœur, je vous ai déjà dit que notre cœur il est assez intelligent pour réagir à des situations. Le cœur, il doit réagir. Il va réagir de la même façon, les abordinaires il va essayer de créer un foyer d'échappement. Et le foyer d'échappement, ça sera situé tête le nœud sinusal. Et ce foyer d'échappement qui sera situé le nœud sinusal, il va essayer de dépolariser les ventricules. Donc, ce foyer d'échappement, ça doit être un foyer d'échappement ventriculaire. Il y a minimum l'étage entre les oreillettes et les ventricules. Ça sera bas situé. Un foyer bas situé, c'est un foyer plus ou moins instable. Mais on va essayer quand même, on a besoin de ce foyer, même s'il est instable. On va essayer de garder un foyer qui est bas situé, mais qui n'est pas très bas situé. C'est-à-dire le foyer bas situé, mais le plus haut situé. Le premier foyer, le premier foyer qui peut se déclencher, c'est exactement le foyer qui se situe au niveau du nœud AV. Parce que le nœud AV, il est là, il travaille, et bah, il n'y a pas de problème. Donc le foyer d'échappement, il sera localisé sur le nœud AV. Et ce foyer, il va essayer de donner un influx électrique, d'aider le cœur pour se dépolariser. Ça donne des QRS, ça sera des QRS qui sont lents, une bradycardie, parce que c'est un foyer qui est quand même bas situé. Mais ce QRS, il va suivre notre chemin qu'on connaît tous de conditions. Il va passer par le nœud AV, par le faisceau de His et les deux branches. Ça va donner des QRS qui sont fins. Donc, on aura des QRS qui sont fins, qui sont réguliers, mais qui ont un rythme qui est quand même lent. Est-ce que tu Et tout cela sans onde de P. فهمتوا؟ Oui, docteur. docteur, pour le foyer d'échappement, est-ce que toujours Oui. est situé le plus proche du foyer de lésion? Le foyer d'échappement, le principe de foyer d'échappement, c'est de trouver une alternative du nœud sinusal. Ça sera un foyer qui doit être situé derrière le nœud sinusal, parce que le nœud sinusal il est le plus haut situé. Mais même quand on a un foyer bas situé, mais il est très bas situé. Le premier foyer qui valide nos conditions, bah, ça se déclenche. Parce que à chaque fois, le foyer il est très bas situé, c'est pas bien. Et le premier foyer qui peut se déclencher quand on n'a pas d'onde de P, c'est un foyer qui se localise sur le nœud AV. Ok, ok. Comprenez? Oui, très bien. Donc, globalement, le BSA du troisième degré qui paraît un diagnostic difficile, c'est pas si difficile que ça. On a des complexes QRS qui sont réguliers, qui sont lents, sans onde de P. Bah, si on essaie de résumer tout ça dans une seule phrase, un BSA troisième degré, c'est une bradycardie régulière à QRS fin, sans onde de P. Et toute bradycardie
régulière, à QRS fin, sans onde de P, c'est un BSA troisième degré. Je m'excuse, c'est un irrégulier. C'est pas irrégulier, c'est régulier plutôt. Et je vous affiche le diagnostic, un ECG typique. Regardez que la D2, on a une bradycardie. C'est pas une bradysinusale, parce qu'on n'a pas d'onde de P, surtout le tracé. C'est une bradycardie à QRS fin, qui est régulière. Bon, QRS fin, on a la raison, c'est une bradycardie régulière, sans onde de P. C'est-à-dire, où je le diagnostic, c'est quoi le diagnostic? Je crois comme toute bradycardie régulière à QRS fin sans onde de P, c'est une BSA, c'est un BSA du troisième degré. On a tous les critères ici, mis à part le QRS qui est plus ou moins large. Ça n'empêche pas qu'on a un BSA troisième degré. On a autre chose qui élargit les QRS. On n'a pas abordé l'autre chose, mais globalement, pour l'instant, c'est un BSA troisième degré. Comme tu vois. Oui. C'est le diagnostic le plus simple. C'est une bradycardie. Bon, c'est une phrase. C'est une bradycardie régulière à QRS fin sans onde de P. C'est compris? Oui, très. Très bien. On retourne vers le BSA du deuxième degré. Et le BSA du deuxième degré, ça sera un diagnostic d'exclusion. Ce n'est pas le BSA du premier degré qu'on ne peut pas le diagnostiquer. Ce n'est pas le BSA du troisième degré qu'on connaît maintenant comment le diagnostiquer. C'est parfois ce nœud sinusal qui génère une influx électrique, parfois ça passe et parfois ça casse. Et parfois ça passe, parfois ça casse. Parfois on a une onde de P, parfois on n'a pas d'onde de P. Et le diagnostic, le BSA de deuxième degré, il est simple, c'est qu'on a parfois une absence d'onde P. Quand on a une seule onde de P qui est absente, bah, ça suffit pour suspecter un BSA de deuxième degré. Et quand on a une onde de P qui est absente, est-ce qu'on aura un QRS? C'est une question. Est-ce qu'on aura un QRS? Non, on n'aura pas. Oui, très. Très bien. Là, oui, les noms, ils expliquent. Oui, ils expliquent. Oui, parce qu'il y a un foyer d'échappement. معليش deuxième طبيبة deuxième. On n'a pas un foyer d'échappement. Très bien. Alors, comme vous êtes les deux, Il n'a pas provoqué vous êtes, la contraction atriale. bah, vous êtes les deux sur la bonne voie, mais vous essayez d'avoir un terrain d'entente. Les deux, là, comme ça, on a une absence d'onde P. Et quand on n'a pas une onde de P, on n'aura pas de QRS. Et quand on n'a pas de QRS, on a deux scénarios possibles. Soit le nœud sinusal, il récupère rapidement sa fonction qui était bloquée pour un instant. Bah, comme si c'est le cas ici, on a un BSA deuxième degré. Je vous rappelle qu'on a une absence d'une seule onde de P qui ne sera pas suivie de QRS, mais le nœud sinusal, il va rapidement prendre le relais. Et si ce nœud sinusal ne prend pas le relais, c'est-à-dire qu'il va bloquer non seulement une onde de P, il va bloquer plusieurs ondes de P, et ça va devenir un BS à troisième degré. Dans ce cas, le foyer d'échappement, il sera activé. C'est-à-dire, dans le BS à deuxième degré, on n'aura pas d'onde de P et on n'aura pas de QRS parce que le foyer d'échappement, il est rapidement réprimé par le nœud sinusal qui récupère sa fonction. Est-ce que femme? Oui, très. Oui. Je vous affiche le deuxième degré, globalement, on a un rythme cardiaque normal et parfois on aura une pause. Je m'en une pause vite. Mais c'est bon, une ligne isoélectrique, mais فيها ni onde de P, mais فيها ni QRS. وهذيك la ligne isoélectrique هذيك, si on la calcule, la durée c'est exactement le double de l'espace RR. Bah, pour vous expliquer, je vous affiche d'emblée le CG. On a PQRST, PQRST, PQRST. Après, on aura une ligne isoélectrique. C'est une pause. On va utiliser par essai le mot pause parce que la pause, c'est quand même une définition. On a quand même, on va dire, une pause isoélectrique qui fait le double de l'espace RR. Et oui, on n'a ni onde de P ni QRS. C'est quoi le diagnostic d'ailleurs? Le diagnostic, il est simple. Bien ça, deuxième degré. Et si, par exemple, cette petite pause électrique, elle ne fait
pas le double de RR. Le double de RR, c'est une condition obligatoire. Si cette pause ne fait pas le double de RR, bah, ce n'est pas un BSA deuxième degré. Il faut suspecter autre chose. On ne rentre pas dans les détails, mais le BSA de deuxième degré, on a une onde de P bloquée non suivie de QRS, et le prochain rythme sinusal, le nœud sinusal, il doit battre, il doit donner une onde de P. Si c'est le cas, on la pose, elle doit être obligatoirement le double du RR. Et si ce n'est pas le double de RR, ça se discute. Ce n'est pas vraiment un BSA de deuxième degré. Est-ce que tu comprends tout? Oui. Bah, c'est les BSA, si je résume, les BSA, ce sont des blocs au niveau de la condition sino-atriale. Le BSA du premier degré, on ne peut pas le diagnostiquer. Le BSA du troisième degré ou bien le BSA complet, c'est une bradycardie à QRS fin régulière, c'est régulière, sans aucun nom de P. Le BSA deuxième degré, ce n'est pas le premier degré, ce n'est pas le troisième degré. C'est un rythme sinusal qui est globalement régulier, mais parfois on a une certaine pause électrique sans onde de P, sans QRS, et cette petite pause électrique, elle fait le double de notre RR. C'est compris? Voilà. C'est le schéma, c'est le BSA deuxième degré. C'est bon. Oui. Bah, je vous affiche d'emblée un autre CG. Il faut toujours voir que la D2. Il ne faut pas savoir comme ça. Est-ce qu'on regarde sur cette CG? Sur la D2, on a une P qui est restée, une deuxième P qui est restée, après une certaine ligne isoélectrique, une certaine pause, avec une autre P qui est restée. Est-ce que cette pause, elle fait le double de notre RR? Non. Bah oui, exactement. Donc, ce n'est pas un BSA du deuxième degré. Bah, c'est même pas un BSA. Dans ce cas-là, on n'a pas d'onde de P, on n'a pas de QRS, mais quand on n'a pas ni P ni QRS, obligatoirement, on aura un foyer d'échappement. Or, dans ce cas-là, le foyer d'échappement, il ne s'est pas lancé. Et quand le foyer d'échappement ne s'est pas lancé, on a une certaine durée qui dépasse les 6 secondes sans QRS, sans contraction ventriculaire, bah, c'est méchant et le patient il risque de passer. Ce diagnostic, ce n'est pas un BSA du deuxième degré, c'est une pause sinusale. Une pause sinusale, le nœud sinusal qui, dans le BSA premier degré, retarde la condition sino-atriale, et dans le deuxième degré, bloque d'une façon inopinée, et dans le troisième degré, bloque d'une façon complexe avec un foyer d'échappement. Dans ce cas-là, on a un nœud sinusal qui ne travaille pas, qui est bloqué pendant une bonne durée son foyer d'échappement. On appelle ça une pause sinusale. Le nœud sinusal décide de faire la grève. Et c'est méchant. Voilà. Donc, on a une pause sinusale de 6 secondes à peu près. On a plein de complexes QRS qui sont ratés pour la pause sinusale. Vous avez compris? Oui. Et cette pause sinusale. Oui. Allô? Oui, docteur. Très bien. Et cette pause sinusale qui dépasse les 6 secondes, son P, son QRS, son dépolarisation, son contraction ventriculaire, est-ce que c'est dangereux? C'est Est-ce que c'est mortel. dangereux? Très bien. Et quand c'est mortel, ça devient une urgence. Et la solution, c'est devant cette pause sinusale, qu'on ne peut pas éclipser l'étiologie de là, qui n'est pas expliquée, c'est un nœud sinusal qui est malade, et c'est l'indication d'implantation d'un pacemaker. Dans ce cas, on implante un pacemaker. Est-ce que tu comprends? Oui. Je vous affiche un dernier ECG pour, on va dire, les troubles de condition. Globalement, je ne vais pas dire que troubles de condition, parce que cet ECG, il est particulier un petit peu. Cet ECG, il est enregistré, on va dire, chez la même femme qui a l'âge on va dire, 70 ans,
Tu as l'âge de 70 ans, on a dit, tu es une femme obèse, hypertendue, tu as sur l'échographie une oreillette gauche qui est dilatée et qui parfois présente le premier ECG, parfois présente le deuxième ECG. Si on remarque sur le premier ECG, globalement, on a une tachycardie, sans rentrer dans les détails. Le cœur, il est très rapide. Et dans le deuxième ECG,